Histoire d'Emily Anne, extrait de Elles ont conquis le monde, les grandes aventurières 1850-1950, par Alexandra Lapierre et Christelle Mouchard, aux éditions Artaud. Emily Anne, savoir-être présomptueux. L'un de ses professeurs avait affirmé haut et fort devant sa classe que le cerveau de la femme était incapable de comprendre la mécanique et les mathématiques de niveau supérieur. Ce professeur aurait dû se douter que la jeune Emily, alias Mickey pour tous ses proches, prendrait la mouche, elle qui, à 18 ans, s'apprêtait à traverser le continent américain en voiture seule avec une amie, comme elle, issue d'une famille honorable de Saint-Louis, Missouri. Emily en a vite assez cependant de la prospection pétrolière, son sexe la cantonnant dans un emploi de bureau largement inférieur à ses capacités. Elle abandonne la carrière pour devenir guide à cheval dans la région de Santa Fe, puis professeure de géologie à New York. Là, en 1930, elle trouve une occasion de partir en Afrique. Il s'agit d'accompagner une cargaison de médicaments que la Croix-Rouge envoie à son correspondant au Congo, un certain Putnam, héritier d'une vieille famille de Boston qui a semé le scandale en épousant au cours d'un voyage d'études organisé par Harvard une femme de la tribu des Mangboutou. Emily arrive dans les terres de Putnam pour découvrir que son hôte a non pas une, mais 3 épouses africaines et un tempérament pour le moins excentrique, pour ne pas dire tyrannique. Obstinée et intéressée, elle restera cependant 2 ans dans l'hôpital de Brousse dont il est responsable, jusqu'au jour où l'homme dépasse les bornes. Alors qu'elle demandait de l'aide pour se couper les cheveux, Putnam lui a lancé « Fini les demi-mesures, c'est valable pour vous comme pour les autres femmes. La tondeuse !» Le lendemain, Emily quitte le camp. Elle a un projet qu'elle nourrit depuis longtemps déjà et qu'elle se décide à réaliser par la force des choses. Traverser l'Afrique, d'ouest en est, jusqu'au lac Kivu. 1300 km à travers la forêt tropicale. La jeune américaine, en pantalon et chapeau de brousse, va relever haut la main le nouveau défi. Pourtant, l'Afrique conserve de quoi faire peur. Il y a les crocodiles, les hordes d'éléphants, les difficultés pour se nourrir, le risque de voir les porteurs désertés et même les chasseurs d'esclaves. Or, Emily voyage léger. Partie précipitamment, elle n'a ni commodité, ni itinéraire précis, et se moque des mises en garde. Au Congo, confie-t-elle en ces temps-là, si on écoutait les multiples avertissements, on ne partait pas. Il fallait savoir être présomptueux. Si vous n'étiez pas convaincu jusqu'à la moelle des os que vous étiez le ou la meilleure et que la nature vous serait clémente, à vous, quoi qu'elle ait infligé aux autres, il valait mieux ne rien envisager. Aucune voyageuse, jusqu'à ces années-là, n'aurait osé avouer autant d'impréparation, par peur de voir ce défaut imputé à son sexe. Encore une fois, les temps ont changé. Dotée d'une solide résistance physique, d'une confiance dans l'avenir propre à son milieu et d'un sourire rayonnant, Emily se confie corps et âme à ses guides africains, en fait choisis plus soigneusement que ne le laissent croire ses déclarations d'insouciance. Il n'y avait aucune route à travers la forêt, tout juste un système de pistes tracées, du moins pour la moitié d'entre elles par les troupeaux d'éléphants. J'avais besoin d'un guide pour m'y reconnaître, en plus de mon chef des porteurs, Chabani. J'ai pris un pygmée, parce que ce peuple, c'est tout de la vie des éléphants. Un pygmée, c'était un homme sur lequel on pouvait compter. Loin d'être une fin, l'arrivée au lac Kivu est un point de départ. Plus sûre de ses capacités que jamais, Emily Anne sera vagabonde et scandaleuse. Ainsi en a décidé le destin. Elle est conforme en cela à l'image mythique de l'aventurière américaine de l'entre-deux-guerres, telle que les films et la littérature la dessineront. Libre en tout, mélange d'élégance et de provocation, et prête à toutes les expériences. En 1935, Emily part au Japon avec sa sœur, visite la Chine, s'arrête à Shanghai, où elle accepte de prendre le rang de concubine auprès d'un poète chinois, Sin Mei Tsao, s'adonne un temps à l'opium, fréquente Mao Tse-tung et les sœurs Song, puis gagne Hong Kong. Là, elle tombe amoureuse. Charles Boxer est marié, britannique, chef de l'intelligence service et leur liaison choque. Peu importe, une semaine avant Pearl Harbor, Emily donne naissance à une petite fille, Carola. Débarquent les Japonais. Charles est fait prisonnier, les Britanniques sont internés ou placés sous surveillance. Malgré les risques qu'elle et son bébé encourent,
Émilie entre dans un réseau de contrebande destiné à contrer le rationnement rigoureux imposé par l'occupant. Puis, forte de sa culture asiatique, elle fait en sorte de sympathiser avec les officiers japonais pour mieux aider ses amis, ce qui lui vaudra d'être soupçonnée, quand enfin elle rentre aux États-Unis, d'être un agent à la solde de l'ennemi. L'après-guerre la trouve plus sage. Devenue l'épouse de son amant britannique, elle se reconvertit dans l'écriture. Sa propre vie lui fournit une matière d'une telle richesse qu'elle en vivra confortablement pendant longtemps. Puis, l'âge venant, elle se spécialise dans le reportage animalier, attachée à promouvoir l'étude de la communication animale. Un domaine qu'elle-même connaît bien, à sa façon, puisque voilà un long moment déjà qu'on ne la voit plus sans un singe sur l'épaule. Le plus célèbre, dit Mr. Mills, arborait un costume de vison, juste pour le plaisir du scandale.